Ma tante m'a soutiré 50 000 € pour une fausse chirurgie afin de s'offrir une Camaro. Devant son insolence et sa trahison, je ne compte pas me laisser faire. J'ai déjà lancé des démarches pour récupérer jusqu'au dernier centime. J'avais 27 ans quand j'ai appris qu'une urgence familiale pouvait signifier quelque chose d'entièrement différent selon qui racontait l'histoire. Je m'appelle Nicolas, et j'ai toujours essayé d'être le bon neveu. Vous savez, le genre qui se présente pendant les fêtes, appelle pour les anniversaires, reste en contact même quand la vie s'en mêle. En grandissant, j'étais l'enfant calme d'une famille bruyante. Celui qui restait assis et regardait les disputes éclater au dîner, mémorisant les points sensibles de chacun, les esquivant silencieusement comme des mines terrestres. Mes parents m'ont élevé en me faisant croire qu'aider la famille n'était jamais une question. C'était un devoir. Alors quand ma tante Isabelle m'a appelé en pleurant un soir, disant qu'elle avait désespérément besoin d'aide, je n'ai pas hésité. Et c'est la partie que je n'arrête pas de repasser dans ma tête. À quelle vitesse j'ai dit oui et à quel point je me suis senti stupide plus tard d'avoir accepté. Isabelle est la sœur cadette de ma mère. C'est une de ces personnes qui flottent à travers la vie, toujours en retard de 10 minutes et à court de 20 €. Elle a cette façon étrange de transformer chaque petit inconvénient en crise et chaque conversation en monologue sur la façon dont le monde a été injuste envers elle. Ma mère la défendait toujours, disant « c'est juste Isabelle. Elle a bon cœur ». Mais même elle ne pouvait ignorer la traînée de ponts brûlés et de dettes impayées qu'Isabelle laissait derrière elle comme des miettes de pain. Pourtant, elle était de la famille. Et la famille, comme on m'a appris à le croire, signifie que l'on se présente même quand c'est gênant. Surtout alors. L'appel est arrivé un mardi soir vers 23 h. Je terminais juste une réunion Zoom avec mon équipe de start-up. Nous avions décroché un nouveau contrat et finalisions les livrables. J'étais épuisé mais stimulé, le genre de fatigue qui vous fait bourdonner au lieu de vous faire tomber. C'est alors que mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai hésité avant de répondre. Isabelle n'appelait jamais si tard. Elle appelait rarement, sauf s'il s'agissait d'une nouvelle escroquerie aux huiles essentielles ou pour emprunter de l'argent jusqu'à vendredi. Nicolas. Sa voix tremblait, aiguë, presque haletante. C'est. Oh, mon Dieu. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Je me suis levé de mon bureau, faisant les 100 pas instinctivement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? C'est moi. C'est moi qui ne vais pas bien. Elle a laissé échapper un petit gémissement suivi d'une respiration tremblante. Je dois me faire opérer. Chirurgie d'urgence. Ils ont trouvé quelque chose. Une masse. Ils disent que ça pourrait être un cancer. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. Quel genre de chirurgie? Appendicite, peut-être, ou quelque chose au foie. Je ne me souviens pas du nom. Tout est flou. Ils ont juste dit que c'était urgent et que je devais passer en privé si je voulais que cela soit fait à temps. Sinon, je serais sur liste d'attente pendant des mois. Et d'ici là, elle a laissé tomber, laissant le silence s'installer. Tu as besoin que je te conduise. Je peux être là dans 1 heure. Non, renifla-t-elle. J'ai besoin d'aide pour l'argent. L'hôpital demande un acompte. C'est 50 000 €. Je déteste demander, Nicolas. Vraiment. Je ne le ferais pas si je n'étais pas désespéré. 50 000 €. Ce n'est pas une petite monnaie, peu importe à quel point votre start-up se porte bien. Mais elle m'a pris au dépourvu, vulnérable, effrayé, et par-dessus tout, je l'ai cru. J'ai cru chaque mot parce qu'Isabelle, malgré ses bizarreries, n'avait jamais menti sur quelque chose d'aussi grave auparavant. J'ai promis que je lui transférerais l'argent le matin, et je l'ai fait. Viré directement de mon fonds d'urgence professionnel. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Elle s'est tue, puis a demandé, a-t-elle dit dans quel hôpital? J'ai secoué la tête, réalisant soudain qu'elle ne l'avait pas fait. J'ai appelé Isabelle ce soir-là, mais ça a sonné directement en messagerie vocale. Je me suis dit qu'elle était peut-être déjà à l'hôpital, et cette pensée m'a tordu l'estomac. Les jours ont passé, 1, 2, 3, puis 1 semaine. Toujours pas de nouvelles, pas de SMS de remerciements, pas de reçu, même pas une publication sur les réseaux sociaux. Et cela en soi était étrange. Isabelle vivait en ligne.
Elle publiait sur tout. Son déjeuner, son chien, le récital de musique de son fils au lycée. Le silence radio a commencé à sembler inquiétant. Puis, le 8e jour, mon cousin Thomas, son fils, a posté quelque chose sur Instagram qui m'a figé. Une vidéo en grand angle d'un tout nouveau Camaro rouge cerise faisant un burn spectaculaire dans leur allée avant de se garer à côté d'une installation de piscine improvisée dans leur jardin. Ballons, boissons, barbecue, clairement une fête. Nouveau bolide vient de tomber. L'été est là, bébé. Ma mâchoire s'est serrée. Sûrement pas. J'ai cliqué sur les stories suivantes. Rire, musique, gens dansant autour de la voiture. Et puis le plan qui m'a fait tomber le cœur. Isabelle, avec des lunettes de soleil oversize et une robe d'été, tenant un mimosa, riait alors que quelqu'un hors champ demandait « Alors, d'où vient ce bolide ?» Elle s'est penchée, rayonnante, et a dit avec une fausse confidentialité, de quelqu'un qui croit encore en la famille. Je n'ai fait que fixer l'écran. Je n'ai même pas cligné des yeux. Pendant longtemps, je n'ai rien ressenti. Juste du statique, comme si mon cerveau avait court-circuité en essayant de traiter ce que je voyais. Puis les émotions sont arrivées. Confusion, trahison, puis cette fureur lente et montante qui brûlait derrière mes côtes comme un feu. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas y croire. Mais les pièces s'assemblaient rapidement, et l'image qu'elles formaient était dégoûtante. Pourtant, je devais être sûr. J'y suis allé ce soir-là. Je n'avais pas vu Isabelle ou Thomas depuis Noël, et même alors, c'était étrange. Ils ne m'invitaient pas aux choses. Pas vraiment. J'étais le cousin un peu trop réussi, celui qui les mettait mal à l'aise, je suppose. Quand je me suis garé devant la maison, le Camaro était toujours garé dans l'allée, brillant sous les lumières du porche comme un trophée. Il restait quelques traînards qui nettoyaient des verres et pliaient des chaises. J'ai repéré Thomas qui portait une enceinte dans le garage, torse nu, suffisant et pieds nus. Je suis sorti de la voiture et j'ai dit avec désinvolture, « Belle voiture ». Il s'est retourné, m'a regardé de haut en bas et a souri. « Ouais, super, non ?»« Très, dis-je. »« Chez quel concessionnaire ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas, maman s'en est occupée. »« Intéressant, dis-je en remontant le chemin. Elle a dit qu'elle était à l'hôpital. » Thomas s'est arrêté en plein milieu, clignant des yeux. J'ai frappé à la porte d'entrée avant qu'il ne puisse répondre. Isabelle a ouvert quelques secondes plus tard, l'air de sortir d'un spa. Cheveux coiffés, peau éclatante, ongles fraîchement faits. Elle avait l'air en bonne santé, radieuse, suspectement pas malade. Elle m'a regardé de haut en bas, puis a souri sèchement. « Nicolas, je ne savais pas que tu venais. »« Ouais, je pensais venir prendre des nouvelles. Vous savez, puisque vous avez été trop occupé pour répondre à un seul appel ou texto. » Elle a hésité, puis m'a fait signe d'entrer comme si j'étais difficile. « Oh, ne sois pas dramatique. Ça a été mouvementé. Tu sais comment c'est. » Je suis entré, l'odeur de barbecue et de chlore flottait encore dans l'air. Alors, la chirurgie. Elle a fait une grimace comme si j'avais demandé quelque chose de dégoûtant. Oh, cette fausse alerte. Dieu merci. Les médecins se sont trompés. Tous. Elle s'est versé un nouveau mimosa et ne m'en a pas offert. La médecine moderne, hein. Et les 50 000 €? Elle a siroté. Puis, avec le même sourire suffisant de la vidéo Instagram, elle a dit, ils sont utilisés. Ne t'inquiète pas. Sur la voiture, elle n'a pas répondu directement, a juste incliné la tête et a dit, de quelqu'un qui croit encore en la famille. Puis elle a ri. Moi non. J'ai juste regardé son visage impassible. Puis j'ai souri. Cool, dis-je. Profitez en tant que ça dure. J'ai déjà commencé les démarches pour récupérer chaque centime. Son sourire s'est légèrement estompé. Pardon ? Je me suis retourné pour partir. Vous m'avez entendu. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à dégénérer. Mais j'y reviendrai bientôt. D'abord, vous devez savoir ce qui s'est passé avant. La raison pour laquelle j'ai pu l'aider en premier lieu, l'histoire de notre dynamique familiale, et le genre de personne qu'Isabelle est vraiment quand le masque tombe. Croyez-moi, ça va plus loin qu'une voiture.
Si vous m'aviez dit 1 an plus tôt que je finirais par traiter ma propre tante comme une partenaire commerciale hostile, j'aurais ri. Isabelle n'était pas une sainte, mais elle était de la famille. Le genre de personne que l'on tolère parce qu'elle rendait les événements familiaux plus chaotiques et colorés. Elle buvait trop de vin, flirtait avec les traiteurs au mariage, apportait des sodas de marque discount à chaque potluck, et racontait des histoires dramatiques avec des chronologies discutables. Elle était désordonnée, mais elle était des nôtres. C'était le mensonge que je me disais encore et encore pendant que je lui accordais le bénéfice du doute. Que peut-être ses défauts n'étaient que des bizarreries. Qu'elle n'était peut-être pas manipulatrice, juste dispersée. Qu'elle n'était peut-être pas égoïste, juste incomprise. Mais après le Camaro, j'ai arrêté de chercher des excuses. Je l'ai vu clairement. Et une fois que j'ai arrêté de m'aveugler, j'ai commencé à voir les autres clairement. Deuxièmement, cela a commencé lentement. De petites choses qui, rétrospectivement, étaient d'énormes signaux d'alarme. D'une part, personne dans la famille n'a appelé pour prendre de mes nouvelles après l'opération. Même pas pour me remercier d'avoir aidé Isabelle. Ma mère semblait mal à l'aise à propos de tout ça, mais chaque fois que j'en parlais, elle changeait de sujet. Quand je l'ai enfin confrontée à ce sujet, elle a détourné le regard et a murmuré. C'est ta tante, Nicolas. Elle avait besoin d'aide. En avait-elle besoin, ai-je demandé. Parce qu'elle avait l'air sacrément en forme à sa fête dans la piscine. Ma mère s'est raidie. N'en parle pas. Elle m'a dit que ce n'était qu'un malentendu. Quelque chose à propos des résultats mélangés et d'une procédure annulée. Alors, d'où vient la voiture? Elle n'a pas répondu. M'a juste lancé un regard comme si je causais des ennuis, comme si j'étais celui qui perturbait la paix. C'est là que j'ai compris. Isabelle ne m'avait pas seulement menti. Elle avait monté une histoire conçue pour la culpabilité, une histoire qui s'appuyait sur ma réputation de personne fiable. Et pire encore, elle s'en était tirée parce que personne ne voulait croire qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Il était plus facile de croire que j'avais mal compris ou que j'avais réagi de manière excessive ou, mon préféré, que je pouvais me le permettre de toute façon. Cette phrase venait de mon oncle David, le frère d'Isabelle. Une semaine plus tard, nous étions au dîner de fiançailles de mon cousin. J'y étais allé par obligation, toujours incertain si je devais commencer à exclure ces gens complètement ou jouer la carte cool tout en rassemblant des informations. Mais dès que je suis entré, j'ai su que quelque chose avait changé. Les regards, les murmures étouffés. Les gens ne m'évitaient pas. Ils parlaient de moi. Tu as fait une scène. Ma mère m'a sifflé quand je l'ai confrontée dans la cuisine. Isabelle a dit que tu l'avais menacée. J'ai dit que j'allais intenter une action en justice. Ce n'est pas une menace. C'est une conséquence. C'est de la famille. Ce mot encore, famille. Comme si c'était un bouclier magique contre toute faute. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, si elle n'était pas de la famille, laisseriez-vous quelqu'un mentir sur le cancer pour voler 50 000 €? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a pas eu de réponse. Ce soir-là, alors que la famille se rassemblait pour porter un toast au jeune couple, Isabelle a fait un spectacle en offrant à Thomas une montre, une Rolex. Elle l'a brandie comme si elle présentait un Oscar. Tout le monde a applaudi et acclamé pendant qu'il la serrait dans ses bras. Quelqu'un a même crié, « Putain, Mel, tu as cambriolé une banque ?» Elle a clin d'œil. Et voilà encore. Cette audace suffisante. Elle voulait que je voie, voulait que je sache qu'elle était intouchable, que cette famille la protégerait toujours quoi qu'il arrive, même à mes dépens. Je suis parti tôt ce soir-là. Je n'ai pas dit au revoir. Quelques jours plus tard, le dernier clou dans le cercueil est arrivé. Ma mère m'a appelé en pleurant. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peut-être enfin vu la lumière. Que peut-être Isabelle était allée trop loin, même pour elle. Mais non, elle a dit à la famille que tu avais essayé de la poursuivre en justice. Elle a pleuré. Elle a dit, tu essaies de la ruiner pour un malentendu. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Et tu la crois? Je ne sais plus quoi croire, Nicolas. Tu es tellement froid. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu ne viens pas aux choses parce que vous avez tous pris son parti. Nous ne prenons pas parti. Vous le faites. Chaque fois que vous excusez ce qu'elle a fait, vous prenez parti.
Elle renifla. Elle traverse beaucoup de choses, tu sais. Elle a dit que l'argent a été utilisé pour des dettes médicales. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Les dettes médicales ne viennent pas avec de la puissance et un aileron. Maman. Elle n'a pas aimé ça. Nous n'avons plus parlé pendant quelques semaines après ça. Pendant ce temps, Isabelle redoublait d'efforts. J'ai commencé à recevoir des SMS de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Cousins éloignés, même l'ami de ma grand-mère à l'église, Lorraine. Des messages comme « Je viens d'entendre parler du malentendu avec Isabelle. J'espère que vous deux pourrez vous en sortir. La famille, c'est tout, Nicolas. Ne jetez pas la vôtre pour quelques euros. C'est votre tante. Elle vous donnerait la chemise qu'elle porte. Bien sûr, elle me donnerait la chemise qu'elle porte après avoir vendu ma veste et prétendu qu'elle avait trouvé la chemise dans une benne à ordures pour obtenir des points de sympathie. Le point culminant est arrivé lors de la fête d'anniversaire de ma mère à la mi-juillet. Cela devait être une petite fête. Barbecue dans la cour, juste la famille. Je n'ai presque pas voulu y aller, mais la culpabilité est un formidable motivateur, et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, les choses se calmeraient. Elles ne l'ont pas fait. Je suis entré avec une bouteille de vin et un faux sourire, et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Tout le monde agissait étrangement, chuchotait, souriait. J'ai surpris Thomas en train de me regarder de l'autre côté de la cour avec ce même air suffisant qu'il avait le jour où j'ai vu le Camaro. J'ai essayé de l'ignorer, me suis assis à une table avec quelques oncles, j'ai discuté de choses habituelles, travail, météo, football. Puis Thomas s'est approché, tenant une bière, et a dit assez fort pour que la moitié de la cour entende, « Et Nicolas, tu veux faire un tour en Camaro plus tard? On va l'appeler la tumeur. Tu sais, en l'honneur du faux cancer de maman. » Des rires ont éclaté, forts, cruels. Mon cœur s'est serré. Je me suis levé lentement, tous les muscles de mon corps tendus. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Il a souri sans être dérangé. « Relax, mec. Juste une blague. C'est toi qui y as cru, tu te souviens. » Personne n'a rien dit. Personne ne l'a arrêté, même pas ma mère. J'ai regardé autour de moi, espérant un seul visage montrant de l'indignation. Tout ce que j'ai vu, ce sont des yeux pitoyables, ou pire, amusés. Ce fut le moment où quelque chose en moi a cédé. Une rupture nette. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste posé le vin sur la table, me suis tourné vers Thomas et j'ai dit, « J'espère que tu apprécies la voiture. » Puis j'ai regardé directement Isabelle. Elle était assise dans une chaise longue comme une reine sur un trône, sirotant un verre et faisant semblant de nous ignorer. « Vous aussi, dis-je. Profitez de tout ça tant que vous pouvez. » Elle a souri comme si elle avait gagné. J'ai souri en retour, mais le mien était plus froid. Vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Je suis sorti, suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi les mains tremblantes, non pas de tristesse, mais de clarté. J'avais passé des mois à me sentir blessé, trahi, confus. Mais à ce moment-là, tout le bruit s'est arrêté. Le brouillard s'est levé et j'ai vu mon chemin à parcourir avec une précision parfaite. Il pensait s'en être tiré. Il pensait que ce serait une autre histoire dont il rirait à Thanksgiving. Tu te souviens quand Nicolas s'est fait arnaquer, dirait-il, sirotant du cidre et découpant de la dinde. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà planifié mon prochain coup. Parce que je n'avais pas seulement commencé les démarches pour récupérer mon argent. J'avais commencé à collecter des preuves. Et ce que j'ai trouvé dans les semaines qui ont suivi, disons simplement que le Camaro était le moindre de leurs soucis. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Disons simplement que la trahison n'était pas terminée. Et quand elle est arrivée, elle n'était pas seulement choquante. Elle était personnelle. Avez-vous déjà eu un de ces moments où vous avez l'impression que le sol vous échappe, mais que personne autour de vous ne le remarque? Comme si vous tombiez au ralenti, et qu'ils riaient tous d'une blague à laquelle vous n'étiez pas associé. C'était moi après la fête. Après la blague de la tumeur, après avoir réalisé que les gens qui étaient censés me soutenir, ma famille, non seulement m'avaient laissé tomber, mais avaient trouvé du divertissement à me regarder me faire avoir. Et pas seulement avoir, humilié. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais plus être avec eux. Pas d'anniversaire, pas de barbecue, pas de SMS de prise de contact.
J'ai désactivé les discussions de groupe. J'ai mis en sourdine les appels. Je n'ai même pas ouvert le groupe Facebook familial où je suis sûr qu'Isabelle postait encore des selfies quotidiens avec des légendes comme Benny et famille à bord. Mais ce n'était pas seulement la trahison qui me perturbait. C'était le silence qui a suivi, le vide de confiance, ce calme étrange quand vous réalisez enfin qu'ils n'ont jamais vraiment été de votre côté. La chose à propos de toucher le fond, ce n'est pas seulement que ça fait mal. C'est à quel point c'est silencieux. C'est à quel point on se sent seul, même dans une pièce bondée. Et pendant un moment, je suis resté là. J'ai arrêté de répondre à la plupart de mes amis, j'ai arrêté de prendre des réunions, sauf si elles étaient absolument nécessaires. Mon équipe de start-up a remarqué que j'étais distant, même si je prétendais être juste occupé. Je fixais des feuilles de calcul pendant des heures sans traiter un seul chiffre. Je relisais les mêmes emails 3 fois avant de réaliser que je n'avais même pas absorbé la première phrase. Ce n'était plus seulement une question d'argent. 50 000 €, ça faisait mal. Oui, mais je pouvais m'en remettre. C'était la trahison qui me tenait éveillé la nuit. Le fait que j'ai été si stupide, si facilement manipulé. Je n'arrêtais pas de le revivre. Sa voix cassée au téléphone. La façon dont elle a dit, je ne savais pas qui d'autre appeler. La façon dont je me suis précipité pour l'aider comme un damné chevalier servant. Il y a eu un moment, une nuit fin juillet, où je me suis assis dans mon appartement dans le noir, à écouter le réfrigérateur bourdonner. Je n'avais pas mangé ce jour-là. Je n'avais pas bougé depuis des heures. Mon téléphone a vibré une fois avec un nouveau message de ma mère. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste fixé l'écran. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti cette vieille douleur de solitude de quand j'étais enfant. Quand on est celui qui a toujours tout sous contrôle, personne ne prend de ses nouvelles jusqu'à ce qu'on craque. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce la façon dont le lampadaire à l'extérieur de ma fenêtre éclairait le fond d'écran du Camaro sur l'Instagram de Thomas quand j'ai fait défiler. Peut-être était-ce l'audace d'Isabelle postant une autre citation sur le karma et ce qui vient en rond revient. Ou peut-être que j'en avais simplement assez de me plaindre. Quoi qu'il en soit, je me suis levé. J'ai pris une longue douche, me suis rasé pour la première fois depuis des jours, j'ai jeté 2 sacs de plats à emporter pleins, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas pour les emails, pas pour les réunions, mais pour commencer un dossier que j'ai appelé « Preuve ». Parce que si elles allaient me traiter comme un imbécile, j'allais leur montrer ce qu'un imbécile pouvait faire avec un peu de temps, de technologie et de ténacité. Cette nuit-là a marqué le début de ce que j'appelle ma saison de silence. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Je ne me suis pas plaint, je ne me suis pas lamenté, je ne me suis pas expliqué. J'ai juste travaillé. La première chose que j'ai faite a été de contacter ma banque et d'obtenir les relevés de transactions complets à partir du jour où j'ai transféré l'argent à Isabelle. J'ai signalé le paiement et noté l'heure exacte, le numéro de routage et la ligne de mémo. Urgence médicale urgente, j'avais tapé, l'ironie. Ensuite, j'ai retrouvé les anciens emails d'Isabelle. Elle m'avait transféré des documents d'hôpital, des captures d'écran de référence de médecins, même une photo floue de son poignet avec un bracelet d'hôpital. Il s'avère que beaucoup de ces choses étaient soit falsifiées, soit largement exagérées. La photo d'elle en robe d'hôpital, cette même photo datée de 2019, lorsqu'elle avait une légère intoxication alimentaire et avait posté toute une saga de selfies d'hôpital sur Facebook. La note du médecin qu'elle a envoyée, une recherche d'images inversée a trouvé un modèle correspondant dans un résultat d'image Google de PDF de notes d'excuses médicales. C'était faux, tout ça. Et j'ai cru chaque mot. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, Jérôme, un vieil ami d'université qui travaillait maintenant comme enquêteur numérique indépendant. Nous avions collaboré sur quelques projets technologiques à l'époque. Et bien que nous n'ayons pas gardé le contact, je me souvenais qu'il avait posté sur l'aide aux petites entreprises pour enquêter sur la fraude. Je lui ai envoyé un message expliquant la situation. Il a répondu 1 heure plus tard, « Tu veux la preuve qu'elle a utilisé l'argent pour la voiture ?» J'ai écrit, « Oui, je veux tout. Je veux ses commentaires Instagram. Ses demandes de crédit. Je veux le numéro VIN si nous pouvons l'obtenir. » Il a répondu, « Donne-moi quelques jours. » Pendant qu'il travaillait, je me suis concentré sur quelque chose que j'avais négligé, mon entreprise.
J'ai cofondé une plateforme SaaS d'intégration numérique il y a 2 ans. Notre croissance avait légèrement stagné après notre dernière levée de fonds, principalement parce que j'étais débordé, gérant tout, du marketing à la gestion d'équipe en passant par les rapports aux investisseurs. Mais maintenant, je m'y suis plongé. J'ai rationalisé notre flux client, mis en œuvre de nouvelles stratégies de rétention et externalisé ce que je n'avais pas à gérer moi-même. Et vous savez quoi? Ça a marché. Nos chiffres ont commencé à grimper, lentement puis rapidement. Nous avons intégré 2 nouveaux clients d'entreprise. J'ai été invité à un panel à New York. Et plus que tout, j'ai recommencé à me sentir moi-même. Pas la version qui sautait à chaque culpabilité familiale, mais la version qui a construit quelque chose à partir de zéro, brique numérique par brique numérique. Jérôme m'a répondu 3 semaines plus tard. Il m'a envoyé un fichier intitulé « Isabelle-report.pdf ». Je l'ai ouvert lentement, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. À l'intérieur se trouvait une collection soignée de captures d'écran, de reçus et d'horodatage. Il s'avère que le Camaro n'était même pas payé en totalité. Il était loué. Isabelle avait effectué un énorme acompte seulement 3 jours après que je lui ai envoyé le virement. Le nom de Thomas n'apparaissait sur rien. Elle avait utilisé le sien, invoquant le soutien familial sur sa demande. Le vendeur du concessionnaire avait même posté une photo d'eux sur sa page Instagram. Encore une cliente heureuse, Camaro modèle de base 2023, mais couleurs personnalisées. Profite bien, Mel. Il y avait aussi d'autres captures d'écran d'elle envoyant des messages à une personne que je ne reconnaissais pas, disant « Nicolas a finalement envoyé. Je t'avais dit qu'il le ferait. Ça va tout changer. » Le ton n'était pas reconnaissant. Il était triomphant. Un message d'Isabelle à une amie disait simplement « Il a vraiment cru que je mourrais. » LOL, trop facile. Je n'arrivais pas à respirer quand j'ai lu ça. Non pas parce que j'étais encore choqué, mais parce que cela rendait tout réel. Finalement, l'illusion avait disparu. Isabelle ne s'était pas contentée de m'exploiter. Elle avait apprécié de le faire. Et les autres, ils l'avaient encouragé. Ce soir-là, j'ai copié tout le dossier, les sauvegardé sur 2 disques, et les stocké dans le cloud. Ensuite, je me suis versé un verre de scotch que je gardais pour quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Je n'étais pas encore prêt à agir, mais j'étais prêt à arrêter de me cacher. La prochaine fois que ma mère m'a envoyé un SMS, j'ai répondu. Elle a dit qu'elle voulait prendre un café juste pour parler. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de chez elle. Elle avait l'air fatiguée. Pas vieille, mais fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi. Elle a commencé par des banalités, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Finalement, elle a dit « Isabelle est inquiète. » J'ai siroté mon café. Elle devrait l'être. Elle a dit « Tu as engagé quelqu'un qui enquête sur les choses. » Je le fais. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. C'est ta tante, Nicolas. Elle a fait une erreur. Non, maman. Elle a pris une décision, une série de décisions. Elle veut juste passer à autre chose. Ne peux-tu pas? Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de lui pardonner? Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai fait glisser une copie imprimée d'un des SMS d'Isabelle sur la table. Ma mère l'a lu, puis elle l'a lu à nouveau. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a dit ça, a-t-elle murmuré. Elle a dit beaucoup plus. Il y eut un silence entre nous. Un vrai silence. Le genre où quelque chose clique enfin. Je ne voulais pas y croire, dit-elle doucement. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle est juste dépassée ou effrayée ou qu'elle est une arnaqueuse, maman. Et je l'ai laissée m'arnaquer, mais je ne la laisserai pas garder ça. C'est ce jour-là que les choses ont basculé. Ma mère n'a plus défendu Isabelle. Elle ne s'est pas excusée tout de suite, mais j'ai vu quelque chose changer en elle. La honte peut-être, ou la culpabilité, peut-être les deux. Je suis rentré chez moi ce jour-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le pouvoir. Pas celui qui vient de la vengeance ou de la victoire, ni même de la justice. Juste le pouvoir silencieux de savoir que je n'étais pas fou. Que j'avais des preuves. Que je n'étais plus seul à la voir pour ce qu'elle était vraiment. Et je n'avais pas fini. Parce qu'Isabelle ne savait pas, aucun d'entre eux ne savait,
que j'avais trouvé une clause légale dans l'accord de virement. Une qui permettait l'annulation en cas de fraude confirmée. C'était rare, compliqué, nécessitait des preuves solides comme le roc. Mais je les avais maintenant, et plus encore. J'avais un plan et je ne faisais que commencer. Mais avant d'en arriver à cette partie, avant que les vrais feux d'artifice ne commencent, vous devez entendre parler de la trahison finale. Celle qui a tout fait basculer. Parce que si vous pensez que le Camaro était le pire, vous n'avez pas encore rencontré l'avocat d'Isabelle. Je n'ai pas attaqué tout de suite. Il y a cette idée fausse que la vengeance est bruyante, que c'est une sorte d'explosion cinématographique avec une musique dramatique et tout le monde qui allait au ralenti. Mais en réalité, la vengeance la plus efficace est silencieuse. Elle est patiente. Elle est clinique. C'est regarder les gens qui vous ont fait du tort marcher sur un sol dont vous savez qu'il va s'effondrer, mais sans les avertir. Juste attendre, les laisser sourire, les laisser rire, les laisser croire qu'ils sont en sécurité. C'est là que j'en étais maintenant. Calme, froid, concentré. J'avais les preuves. J'avais le mobile. Mais ce que je n'avais pas encore, c'était l'occasion parfaite. Et je n'allais pas bouger sans elle. Voyez-vous, Isabelle n'était pas seulement une voleuse. C'était une menteuse sous les projecteurs. Une femme dont toute l'identité tournait autour de paraître prospère, enviable, aimée. Son Instagram était un sanctuaire soigné de cette fausse image de plaisir, de vin et de vie au maximum. Elle faisait également partie de plusieurs cercles sociaux de la ville. Déjeuner caritatif, collecte de fonds pour l'école, dégustation de vins de quartier. Tout cela lui donnait une sorte de prestige local, qu'elle maniait comme une couronne bon marché. Mais le prestige, comme une couronne bon marché, se brise facilement. Il me fallait juste la bonne surface pour la faire tomber. Et puis, comme si l'univers me jetait un os, l'invitation est arrivée. Thomas fêtait ses 21 ans en septembre, et Isabelle, jamais avare d'un jalon performatif, lui organisait une fête. Pas n'importe quelle fête, mais une grande fête d'anniversaire sur le thème des années folles dans une salle de réception privée juste à l'extérieur de la ville. Il y aurait un DJ, un traiteur, un photographe professionnel et, bien sûr, beaucoup de couvertures sur les réseaux sociaux. Dès que j'ai reçu l'invitation, une carte imprimée avec une fausse bordure dorée et un seau de cire, j'ai su que c'était ça. C'est là que tout commencerait. Mais avant de pouvoir agir, je devais régler quelques détails juridiques. J'ai rencontré un avocat, un bon. Le genre d'avocat qui ne fait pas de publicité sur les panneaux d'affichage, mais qui obtient des recommandations murmurées entre cercles d'argent anciens. Elle s'appelait Adeline, la quarantaine, d'une intelligence affûtée, portait ses lunettes de lecture comme un équipement tactique. Je lui ai tendu le dossier intitulé « Preuve ». Elle l'a lu en silence. Quand elle a finalement levé les yeux, elle a dit « Vous pourriez la poursuivre. » Je prévois de le faire. Bien, dit-elle. Mais vous aurez besoin de plus que des captures d'écran des réseaux sociaux. Ces choses sont convaincantes pour nous. Bien sûr, mais pour un tribunal, nous aurons besoin d'une piste papier claire, de relevés bancaires, d'une admission sous serment d'intention ou d'un enregistrement. J'ai hoché la tête. Je pensais bien. Votre avantage, continua-t-elle en tapotant une épingle contre le dossier, c'est qu'elle est arrogante. Les gens comme ça parlent. Si vous la mettez à l'aise, si vous la faites se vanter, vous n'aurez pas besoin de la piéger. Elle s'auto-incriminera. J'ai quitté son bureau ce jour-là avec un nouveau feu en moi. Pas parce que j'avais besoin de récupérer l'argent. Je veux dire, oui, je le voulais, mais parce que j'avais maintenant un chemin légal, un chemin concret, un chemin qui percerait la forteresse de manipulation d'Isabelle et la dénoncerait pour ce qu'elle était. J'ai passé les semaines suivantes à me préparer comme un homme allant à la guerre. D'abord, j'ai acheté un enregistreur vocal discret, de la taille d'une épingle, activé par la voix, de haute qualité. Je l'ai testé dans tous les environnements, trajet en voiture, restaurant, même en le tenant dans ma main comme s'il s'agissait d'un stylo ordinaire. J'ai pratiqué la façon de lui parler, comment je la provoquerais, comment je guiderais la conversation sans me dévoiler. Ensuite, j'ai contacté Thomas. J'ai pensé qu'il serait la cible la plus facile. Je lui ai envoyé un message décontracté. Quelque chose sur le fait que je voulais enterrer la hache avant sa fête. J'ai dit que j'avais réfléchi à ce qui s'était passé et que peut-être j'avais pris les choses trop personnellement.
Il lui a fallu 5 minutes pour répondre avec un pouce levé et un LOL. Tout va bien, mec. Tu viens à la fête? Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Puis j'ai acheté mon billet. Pas seulement pour la fête, mais pour la chute. La semaine avant la fête, je me suis présenté à la porte d'Isabelle. Elle a eu l'air surprise, mais pas méfiante. Nicolas, waouh, je ne vous attendais pas. J'ai souri. Je pensais qu'on allait éclaircir les choses avant le grand jour de Thomas. Elle s'est appuyée contre le chambranle comme si nous étions de vieux amis. C'est vraiment mature de votre part. Oh, j'ai beaucoup grandi dernièrement. Elle m'a laissé entrer. L'enregistreur était déjà en marche, clipsé à l'intérieur de la poche de ma veste. Nous nous sommes assis dans le même salon où elle avait autrefois siroté des mimosas et se vantait de ma générosité. Elle m'a offert du vin. J'ai accepté. Puis j'ai dit les mots que j'avais répétés une douzaine de fois. Vous savez, en y repensant, je suis vraiment impressionné. Elle a cligné des yeux. Impressionné. Tout ça, la chirurgie d'urgence. Les faux documents. Le timing. Vous m'aviez dans votre poche. Honnêtement, respect. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Ne dites pas ça. Je le pense. J'ai insisté. Vous m'avez eu et cette voiture. Thomas avait l'air d'une rockstar. Elle a haussé les épaules. Eh bien, il le méritait et vous méritez la compte. On ne peut pas blâmer une femme d'utiliser ses ressources, n'est-ce pas? Elle a siroté son vin, ce sourire suffisant revenant. Nicolas, vous n'êtes toujours pas en colère à cause de ça, n'est-ce pas? Je l'étais. Mais comme je l'ai dit, j'ai grandi. Elle s'est penchée. Honnêtement, vous ne devriez pas être si confiant. Vous avez rendu ça trop facile. Et voilà. Clic. Elle l'a dit, non pas comme des excuses, ni même comme une blague. Elle a admis m'avoir manipulé à l'enregistrement. Le reste de la conversation n'était que la cerise sur le gâteau. De petites allusions au financement créatif, à la façon dont elle tordait la vérité parce que sinon vous n'auriez pas aidé. Et mon préféré, au bout du compte, vous êtes prospère. Vous pouvez vous permettre d'être exploité de temps en temps. Considérez ça comme votre taxe familiale. Taxe familiale. Laissez cette phrase s'installer. Je suis parti de chez elle ce soir-là avec plus qu'un enregistrement. Je suis parti avec une clôture parce qu'à ce moment-là, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais prêt. La nuit de la fête est arrivée. Tout le monde est arrivé en robe de flappé et en bretelles dégoulinant de fausses perles et faisant semblant de s'y connaître en année 1920 au-delà de ce qu'ils avaient vu dans Gatsby le Magnifique. La salle de réception était décorée comme un speakeasy avec de la musique jazz diffusée par des haut-parleurs modernes et des barmen servant des boissons aux couleurs fluo nommées comme le « Prohibition Punch ». J'ai porté un costume 3 pièces impeccable et j'ai amené une invitée, Adeline. Elle n'était pas là comme ma petite amie. Elle était là comme témoin. Nous avons socialisé. Nous avons souri. Nous avons trinqué. Isabelle m'a repéré de l'autre côté de la salle et a rayonné comme si nous étions redevenus les meilleurs amis du monde. Elle a fait un spectacle en me serrant fort dans ses bras et en murmurant, « Contente que vous soyez venu. » On dirait les vieux temps, hein? Exactement comme les vieux temps, dis-je avec un visage impassible. Au fil de la soirée, les gens ont prononcé des discours. Thomas a fait un toast maladroit remerciant sa mère d'être la meilleure dame du monde. Isabelle a tamponné ses yeux avec une serviette et a posé pour des selfies avec son vin dans une main et la Rolex de Thomas dans l'autre. Et puis, à mi-chemin de la soirée, le projecteur s'est allumé. Le DJ a annoncé une vidéo hommage surprise d'amis et de famille. Isabelle a applaudi. Oh, vous les gars. La vidéo a commencé avec Thomas bébé. Vidéo maison, photo d'enfance, musique douce, puis une coupe soudaine, écran noir, puis texte blanc, taxe familiale. Comment voler 50 000 € avec un sourire? La musique s'est arrêtée, la pièce est devenue silencieuse, et la voix d'Isabelle a résonné dans les haut-parleurs. Honnêtement, vous ne devriez pas être si confiant. Vous avez rendu ça trop facile. Les gens se sont retournés, ont halté, chuchoté. Au bout du compte, vous êtes prospère. Vous pouvez vous permettre d'être exploité de temps en temps. Le visage d'Isabelle s'est décoloré. Elle s'est levée, balbutiant, « Qu'est-ce que c'est ?
Éteignez-le. Éteignez-le. Mais cela a continué à jouer. Un montage serré de captures d'écran, de clips vocaux, de documents, tous anonymisés pour protéger la vie privée, mais clairs dans leur intention. Une bande-annonce parfaite de son stratagème. Je l'ai regardé se décomposer en temps réel. Mais voici le truc, ce n'était même pas la vengeance. C'était juste le coup de semonce. Parce que la vraie mise en place, celle qui lui coûterait tout, a commencé après la fête, quand son avocat a essayé de me contacter et que je lui ai dit « Oh, vous devez être nouveau ici. Laissez-moi vous expliquer comment nous faisons les choses maintenant. » Les répercussions ont commencé avant même que je ne sorte de la salle de réception ce soir-là. Isabelle m'a poursuivi hors de la salle de réception, ses talons claquant contre le trottoir comme des coups de feu. « Nicolas, qu'est-ce que c'était que ça ?» Je me suis retourné lentement, calme, posé, comme si j'avais répété cette scène pendant des semaines parce que c'est ce que j'avais. J'ai dit, c'était une démonstration en direct. Le genre légal. Vous venez d'être signifié publiquement. Vous ne pouvez pas juste. C'était privé. C'était illégal. Non, dis-je, en me rapprochant. Dans cet état, les lois sur le consentement d'une seule partie signifient que je peux enregistrer n'importe quelle conversation à laquelle je participe. Et vous saviez ce que vous faisiez, Isabelle. Vous l'avez admis. Elle a arraché le papier de ma main, les yeux parcourant le jargon juridique. Ce n'est pas une blague. Non, dis-je, en me rapprochant. Mais vous l'avez été pendant des mois. Elle m'a regardé, figé. Derrière elle, les invités avaient commencé à sortir du bâtiment, chuchotant, jetant un coup d'œil en arrière vers l'écran où la vidéo s'était figée sur la phrase « de quelqu'un qui croit encore en la famille ». Poétique. Je me suis retourné et les laissé là. Je n'avais pas l'intention de faire traîner ça avec un cri. Ce n'était pas une émission de télé-réalité. C'était un jeu d'échecs et j'étais 5 coups d'avance. Le lendemain matin, son avocat, un type nommé Tom avec trop d'ego et pas assez de bon sens, m'a envoyé un courriel de mise en demeure. Adeline a répondu, 3 lignes. Votre cliente a commis une fraude documentée. Nous allons engager une action civile et nous sommes également en contact avec les autorités locales concernant des irrégularités financières. Nous vous suggérons de la conseiller de régler immédiatement. 3 heures plus tard, l'offre de règlement est arrivée. C'était risible. 15 000 € pour un malentendu émotionnel. J'ai contre-proposé les 50 000 € complets plus 10 000 € de dommages et intérêts et des excuses publiques illégalement contraignantes affichées sur ses comptes sociaux pendant au moins 60 jours. Ils m'ont ghosté pendant 2 jours. Puis quelque chose de beau s'est produit. Mon message, pas la vidéo, pas l'enregistrement, mais une déclaration publique soigneusement rédigée est devenue virale. Je ne l'avais pas posté sur Reddit ou TikTok ou Instagram. Non, je l'avais posté dans un groupe Facebook très spécifique, Vraie Maman, Vraie Communauté, chapitre Tricity, le même groupe où Isabelle postait quotidiennement. Dans mon message, j'ai écrit « Bonjour, je m'appelle Nicolas. Vous connaissez peut-être ma tante Isabelle. Elle partage souvent des citations inspirantes sur la gentillesse, la loyauté et ce qui vient en rond revient. Alors, j'ai pensé qu'il serait juste de partager mon histoire. Comment elle a fabriqué une maladie mortelle, falsifié des documents médicaux et m'a escroqué 50 000 € sous couvert d'une chirurgie d'urgence. Cet argent a servi à acheter un Camaro et une Rolex. J'ai des documents juridiques, des enregistrements et des preuves de tout. Je ne suis pas là pour la pitié. Je suis là pour avertir les autres car les arnaqueurs ne ressemblent pas toujours à des inconnus sur Internet. Parfois, ils ressemblent à la famille. Et oui, je porte plainte parce que même si le sang est plus épais que l'eau, il n'est pas plus épais qu'un virement bancaire. Il a obtenu 6000 likes dans les 2 premières heures. Plus de 900 commentaires. L'empire de mensonges soigné d'Isabelle s'est effondré en temps réel. Les gens étaient furieux. Les femmes qui avaient cru en son entreprise d'huiles essentielles l'ont traité d'escroc. Les parents qu'elle avait dupés lors des collectes de fonds scolaires voulaient leur argent. Même le comité de quartier, qu'elle avait dirigé autrefois, a convoqué une réunion d'urgence sur les dommages à la réputation. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas s'améliorer, ça s'est amélioré, car quelqu'un a transmis mon message à un journaliste local. Et il m'a contacté. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Je ne voulais pas en faire un cirque. Mais ensuite,
j'ai pensé à combien de personnes elle avait probablement fait ça, et combien d'entre elles n'avaient pas les moyens ou le courage de se défendre. Alors, je lui ai accordé une interview. Soigneusement formulée, approuvée par l'avocat, et absolument accablante. Le titre le lendemain, Faux cancer, vrai Camaro, un homme local expose une fraude familiale dans un message viral choquant. Isabelle a arrêté de répondre à son avocat après ça. Le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard lorsque j'ai reçu un avis de la banque. Ils avaient examiné le cas de la fraude de transfert et, en raison des preuves accablantes, y compris la note du virement, les documents falsifiés et sa confession enregistrée, ils avaient décidé d'annuler la transaction. Tout, jusqu'au dernier euro. L'annulation a frappé son compte comme un coup de marteau. Le Camaro a été saisi en quelques jours. La Rolex a été mise en gage puis confisquée dans une réclamation de dette. Thomas, il a posté une diatribe dramatique en majuscules sur Instagram qui a disparu en 1 heure. Mais pas avant que quelqu'un n'ait capturé sa dernière phrase. On ne peut faire confiance à personne, même pas à sa famille. Drôle, cette phrase sonnait familière. Et Isabelle, elle est devenue silencieuse. Pas de post, pas d'histoire, pas de nouvelles citations inspirantes. L'excuse est arrivée tranquillement. Quelques semaines plus tard, son compte a posté une capture d'écran d'une application de notes. À ma famille et à mes abonnés, je regrette profondément les choix que j'ai faits, et j'assume l'entière responsabilité de mes actions. J'ai fait du tort à quelqu'un qui voulait seulement aider. Et je suis sincèrement désolé. Je vais me retirer des médias sociaux pour réfléchir, faire amende honorable et faire mieux. Elle est restée en ligne pendant 61 jours. Je sépare ce que j'ai vérifié. Et qu'en est-il du reste de la famille ? Certains ont essayé de jouer sur les deux tableaux. Nous ne savions pas. Elle nous a menti aussi. Nous ne voulions pas nous impliquer. Mais je ne leur devais plus rien. Ni mon énergie, ni mes explications, et certainement pas mon pardon. Ma mère, elle a été la seule à vraiment changer. Elle est venue me voir un dimanche, des mois plus tard. Pas de maquillage, pas d'excuses, juste la vérité. Tu avais raison, dit-elle. Je l'ai laissé tordre les choses. Je me suis laissé tordre par elle. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste hoché la tête. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a marqué. Tu ne t'es pas seulement défendu, Nicolas. Tu m'as rappelé comment me défendre aussi. Nous reconstruisons depuis lors. C'est lent, maladroit, mais c'est réel. Quant à moi, je n'ai pas seulement récupéré mon argent. J'ai obtenu quelque chose de plus précieux. J'ai eu de la clarté, des limites, la paix, et la connaissance inébranlable que je peux survivre à la trahison et en sortir plus intelligent, plus fort et plus grand qu'avant. On ne peut pas mettre de prix à cela. Alors, non, je ne suis plus en colère. Je ne suis pas amer. J'ai juste fini. Et à la fin, Isabelle avait raison sur une chose. Ce qui vient en rond revient. Elle ne s'attendait juste pas à ce qu'il arrive en costume, avec des reçus et souriant poliment alors qu'il frappait à sa porte. Je n'ai pas brûlé le pont. Je me suis juste assuré qu'elle ne pourrait jamais le traverser.